Depuis la parution de La Belle Épouvante en 1981, je dirais qu'il y a près d'une cinquantaine de publications dont on peut être fier en tant que Québécois, écrites par Robert Lalonde. Bonjour Robert. Allô, bonjour, Winston. Et la plus récente belle chose qui est arrivée, c'est le prix Athanas David. Permets-moi de lire le document qui dit Robert Lalonde est honoré de la plus haute distinction remise à une personne pour sa contribution au domaine littéraire par le gouvernement du Québec, soit le prix Athanas David. Ça t'a ému? Si ça m'a ému, Oui. oui, et oui, bien sûr. Ce qui est émouvant surtout, c'est ce que les gens, camarades, écrivains, éditeurs et autres, pouvaient dire sur mon travail dans ce qu'on appelle la présentation du dossier. Tu sais, il y a des lettres d'appui qui arrivaient pour ma part de Marie-Claire Blais, Dany Laferrière, Jean-Paul Dubois, toutes sortes de gens. Donc, tu sais, c'est un métier de casanier un peu, où on sait plus ou moins et rarement ce que les autres de notre caste pensent de nous. Et tout d'un coup, c'est ça, on a l'avis de gens que d'une part on admire beaucoup et dont on ne pensait pas qu'ils portaient la même admiration pour moi. Et donc ça m'a énormément touché. Euh, et ça m'a valu le prix d'ailleurs, toutes ces considérations-là. Ça, comme j'ai dit aux gens qui ont présenté le dossier, je n'obtiendrai pas ce prix que le fait d'avoir su tout ce que vous pensez de moi, etc., est déjà un cadeau en soi et me considérer comme lauréat avant même d'avoir ce prix-là. Et c'est pas la première fois que tu es honoré. C'est-à-dire que tu as mérité un pléthore de prix. Ouais. Gouverneur général du Canada, j'en pense, Robert Clich au tout début, en 82, et ça n'a pas cessé depuis. Il y a une dizaine d'occasions où on a honoré ton travail. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu l'ensemble de l'œuvre. Je parlais tout à l'heure d'une cinquantaine de publications, mais de toutes sortes. Tu sais, bon, ça a été une trentaine de romans, ça a été des novellas, ça a été aussi de la poésie, une rencontre mais vraiment assez unique que tu as réalisée récemment avec un livre dont je vais rapidement montrer, si on veut, la pochette, qui a été une rencontre qui arrivait à point, je crois, dans ta carrière. Oui, oui. Et parmi l'ensemble de ces œuvres, j'aimerais qu'on pose quelques jalons. Selon toi, quelles seraient, euh, quelles seraient les œuvres qui on peut considérer comme étant des œuvres charnières dans ton déroulé? Ben, j'ai publié beaucoup de romans pour commencer et à un moment donné, j'ai eu envie de faire ce qu'on appelle des carnets d'écrivains. Ça a commencé avec un de mes livres qui s'appelle Le monde sur le flanc de la truite, etc. Donc, des livres dont mon éditeur lui-même n'était pas tout à fait sûr que ça n'aurait pas été mieux que je présente un roman à la place. Euh, mais ça a lancé tout un courant de carnétistes et j'étais assez fier de voir qu'un livre qu'on m'autorisait à publier en attendant que je publie d'autres choses était devenu quelque chose qui lançait un mouvement. Euh, et ça, c'est toujours un petit triomphe en quelque part de voir que quand on est en mode, je dirais, pionnier un peu, ça finit par donner quelque chose qui est autre chose que simplement notre propre travail, mais ouvre la voie à tout un courant littéraire ce que le nature writing est aux États-Unis, c'est un peu moi qui ai initié ça ici, même si les gens ne croyaient pas beaucoup au début. La preuve, c'est que mon livre Le monde sur le flanc de la truite s'est retrouvé longtemps dans le rayon chasse et pêche dans les librairies parce qu'on pensait que c'était vraiment un livre sur la pêche. Donc, il y avait un défrichage à faire que j'ai fait, je pense, sans que je veuille faire ça. Ça, c'est une chose dont je suis très content. Je suis très content aussi qu'on ait pu travailler et qu'on continue de travailler de temps en temps en coédition ou en co-travail d'édition avec la France. C'est une affaire assez compliquée, le rapport France-Québec en littérature, ne serait-ce que parce que la France diffuse beaucoup ici et
que quelquefois, ils nous publiaient en France simplement parce qu'ils savaient que ça allait se vendre au Québec, les livres, mais pas en France. Moi, j'ai fait mon chemin pas mal euh, en France et en Europe en général, dans plusieurs pays aussi en traduction. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir au début de notre travail, que on va être traduit en anglais, en allemand, en roumain, en italien, etc. Donc, ça, c'est une espèce de bénéfice marginal dont je suis très content. Là aussi, parce que j'ai fait un peu œuvre de pionnier là-dedans aussi, parce qu'il fallait des fois forcer la porte et puis j'ai réussi à le faire. Euh, et pour le reste, ce que je suis surtout content, c'est d'avoir duré tout ce temps-là. Parce que ce qu'on veut comme artiste, c'est pas réussir ou c'est continuer, c'est de faire en sorte que notre travail nous appelle chaque matin à la table et qu'on s'y rende avec le désir d'aller plus loin ou de faire autre chose. Euh, je travaille en ce moment avec des plus jeunes personnes en atelier d'écriture et c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'ils ont pas ils ont de la difficulté à durer parce qu'ils ont un sens de l'échec qui prend toute la place à un moment donné. Ce qu'on a régulièrement comme écrivain, moi je leur dis toujours, on a rendez-vous avec l'échec tous les matins en fait quand on travaille, on n'est jamais certain. Et ça, je suis content aussi de pouvoir travailler en transmission avec plein de gens en ce moment sur ce qu'est véritablement le travail de création et comment on n'y arrive pas si on est simplement mené par le désir de réussir rapidement et découragé pour le fait qu'on n'arrive pas à réussir rapidement. J'ai eu le même problème avec les étudiants quand j'enseignais à McGill. Après 2, 3 mois de travail, ils me disaient ils s'arrêtaient parce ils jugeaient leur travail mauvais, etc. Donc, si, si je vais pu réussir à encourager des gens je dirais, à toffer la run, même si ça n'allait pas bien et qu'ils n'y arrivaient pas, tout ça fait partie de mon travail d'écrivain tout autant que mes livres eux-mêmes, c'est-à-dire la, la solidarité avec des gens qui font le même métier que moi, mais dans un métier qui est solitaire, donc qui n'appelle pas la convivialité tellement. J'ai quand même réussi à réunir des gens, à faire avancer des projets, à supporter moi-même, avant même que je reçoive moi-même des beaux commentaires d'appui pour le prix que je viens de gagner. J'en ai rédigé des lettres d'appui moi-même à plein de monde. Je trouve qu'il était un peu temps que ce qu'on appelle en France la République des lettres fasse preuve d'une solidarité euh, d'admettre de façon simple et bien senti qu'on n'arrive absolument pas à faire les choses tout seul. Est-ce que, selon toi, le calque en fait assez pour soutenir et promouvoir la littérature euh, au Québec, ici, évidemment, mais aussi à l'étranger? Je pense, je dirais, je ne sais pas si de toute évidence, on va tous convenir qu'il n'en fait pas assez parce on est avide que tous ces gens-là en fassent plus. Je pense que c'est qu'ils ne le font pas bien. C'est pas pareil. On peut dire que c'est la même chose qu'ils n'en font pas assez, mais on est encore tributaire, je pense, même si on s'en défend, de la fameuse notion qui a été la nôtre pendant tellement d'années qu'on est né pour un petit pain et qu'on n'a pas besoin de se prendre pour un autre. Donc, il y a au niveau, au niveau des subventions, à ce qui a trait même au prix littéraire, ce qui a trait à la défense de la culture, euh, on a bougé, mais pas au point où on aurait dû bouger par rapport à beaucoup d'autres secteurs dans notre société. Même la chaîne du livre, même à un moment donné, a été fragilisée. Elle l'est encore en ce moment. Les publications sont très nombreuses, mais la durée en librairie d'un livre, c'est à peu près 15 jours. Puis si le livre décolle pas, il retourne en invendu chez l'éditeur. Donc, il y a toute
une façon d'appuyer le livre, je dirais, ou la chaîne du livre, ou même au théâtre, c'est pareil, de façon ponctuelle. Et en ce moment, elle est de moins en moins ponctuelle, d'ailleurs. C'est très, très sérieux en ce moment, les refus de subventions un peu partout, les refus de reconduire des subventions, parce que notre gouvernement a les poches vides de plus en plus. Euh, mais en même temps, c'est comment on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on participe, nous, pas davantage à ces trucs-là? Pourquoi est-ce que, par exemple, pour une demande que je fais, pour un spectacle de lecture-théâtre qu'on va faire en ce moment, que je veux faire en ce moment, j'ai 50 pages de documents à remplir pour expliquer l'indispensabilité de mon travail. Parce que c'est assez humiliant de répondre à la question de pouvez-vous nous prouver à quel point votre travail est indispensable? Ne l'est pas. Si tu veux que je te dise, il n'y a rien qui est indispensable en culture. La question ne devrait même pas se poser comme ça. Mais on est encore coincé un peu avec des normes et des façons de faire euh, qui nous éloignent énormément, qui éloignent énormément les gens qui s'occupent de culture en gouvernement des artistes eux-mêmes, je trouve. Ça, je sais, il y a pourtant plein de protestations, il y a pourtant des gens qui ont écrit des mémoires sur ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais la culture continue de... j'aime bien l'émission de radio qui s'appelle Il restera toujours la culture, mais j'ai peur un peu qu'il n'en restera plus beaucoup. Là, tu sais. C'est, et je trouve que sur le web, les jeunes sont surpris. Euh, on regarde maintenant la télé, on est davantage sur le web, toute cette génération regarde et voit et pense les choses différemment. C'est Euh, sûr que les choses changent. C'est certain qu'en plus, en ce moment, on a beaucoup à faire avec les réseaux sociaux. On a beaucoup le poste d'attaché de presse dans les maisons d'édition est en voie de disparition. Les journalistes ne veulent plus entendre parler de livres. Ils disent qu'ils veulent plus lire. Ils n'ont pas le temps, etc. Donc, on a le droit à des articles de 4 ou 5 lignes à gauche et à droite. Euh, il y a les blogs qui marchent bien, fort heureusement, et on est en train d'en faire la preuve. Mais c'est ça. C'est une solidarité qui manque entre nous, d'une part, puis d'autre part, un épuisement que je sens vraiment dangereux chez tout le monde en ce moment, de faire appel à des gouvernements qui font la sourde oreille. Nonobstant, Nonobstant. tu as un projet qui est en train de se concrétiser, c'est-à-dire l'apparition au mois de mars de ton prochain roman. J'ai eu la nouvelle comme ça, par hasard, et j'aimerais que tu me parles un peu de On est, de son enfance, qui va paraître, je le répète, au mois de mars prochain. Mm. Oui, ça aussi c'est un carnet. C'est un carnet d'écrivain en arrive à l'âge que j'ai. Enfin, c'est comme si mon commencement et ma fin se trouvaient réunis à l'âge que j'ai. C'est-à-dire que je retombe facilement en enfance. Dieu merci, parce que j'ai le temps probablement aussi. Je revois la vie avec, je dirais, avec l'innocence et le rapport direct avec la nature et avec les choses que j'avais quand j'étais enfant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance qui n'arrêtent pas de me remonter en surface. Et je m'aperçois que on a beaucoup perdu une forme de relation directe avec l'univers, en quelque sorte. On est toujours un peu en rapport avec des écrans cathodiques plutôt qu'avec la nature elle-même. On a comme le dit Stefano Boni, qui a écrit un essai extraordinaire sur ça, qui s'appelle L'Homo Confortus, où il dit même que nos sens sont très atrophiés par cette façon-là de vivre. J'avais l'impression qu'en partageant ça avec mes lecteurs, ce contact direct que, par exemple, mes petits-enfants ont avec moi quand on est en balade ou quand on se promène, cette espèce de rapport direct avec la nature ou avec les choses, sans filtre, sans analyse, sans comparaison, euh, pourrait être pour les lecteurs quelque chose de rafraîchissant et les amener eux-mêmes à constater à quel point tu sais, je pense que j'ai déjà raconté ça. Quand je suis allé voir les bayous aux États-Unis, je voulais faire ça depuis des années. J'ai pris un bateau avec, bien sûr, un guide
Choctaw amérindien à qui on a donné le bateau pour faire ça parce qu'on est sur ses terres à lui, puis il fallait bien le respecter. Et puis, on est là sur les bayous, et puis je suis tout seul avec lui sur le pont. Les 30 autres personnes qui ont pris le même voyage que moi, parce qu'il pleut un petit peu, puis qu'il fait un peu gris, sont dans la cabine à regarder le même bayou que sur lequel on est, mais une journée où ça a été tourné ensoleillé. Tu vois? Ils ont payé le même prix que moi pour être sur le bateau, pour être dans la nature elle-même. Mais en fait, ils sont dans une cabine à regarder une nature virtuelle, fabriquée, et qui est plus rassurante, en quelque part, que d'être dans la nature elle-même parce qu'il tombe un petit crachin, puis qu'il y a peut-être peur, qui ont peur des crocodiles ou quoi, je ne sais pas quoi. Donc, on veut se rapprocher de quelque chose, mais en même temps, on s'en rapproche d'une façon artificielle. Je pense que mon écriture, et particulièrement le livre qui va apparaître, enfin, me permet, j'espère, permettra au lecteur de revenir à ce que moi j'appelle l'état d'enfance, c'est-à-dire un rapport direct avec les choses, sans truchement de tout acabit. D'ailleurs, l'ensemble de ton œuvre a été fortement Oui, influencé par cette approche et aussi par le lien étroit le lien familial, si on veut, d'où tu viens et l'importance de ça et le rapport avec les gens, tes parents, ton père et tout. Ça a toujours été dans ton œuvre, en quelque part, traité d'une façon ou d'une autre. Et tu oui. poursuis aussi dans cette veine. Je poursuis dans cette veine et je suis très encouragé par les réactions que les gens ont sur ce type de livre-là que je fais depuis quelques années. Tu sais, quand j'ai écrit mon livre, par exemple, sur l'incendie de notre maison, qui s'appelle La reconstruction du paradis, moi, j'avais l'impression que je m'adressais à quelques personnes. Je croyais ce livre très confidentiel. Euh, et puis là, on est rendu, je sais pas, à la sixième impression, je pense, du livre. Donc, je pense pas que les gens soient seulement intéressés de façon voyeuriste à ce qui m'est arrivé. Euh, ils pigent dans ce livre-là une façon de croire qu'on peut survivre à des choses qui semblent tragiquement insurmontables. Euh, c'est les réactions que j'ai des lectures des gens. Ils me racontent pas tellement ce que moi je raconte dans mon livre, ils me racontent des expériences qu'ils ont vécues et à travers lesquelles ils ont fini par passer ou qui sont en train eux-mêmes de vivre quelque chose de semblable et qui ont pris dans le livre l'espèce d'intuition courageuse de dire qu'il y a quelque chose de l'autre côté, qu'on n'est pas, que les choses s'arrêtent pas parce que quelque chose vient de s'arrêter, tu vois. Je pense que c'est ça qui me rattache le plus à mon lectorat. C'est des gens qui disent, oui, vous évoquez souvent des choses de nature assez tragiques, mais en montrant tout d'abord que le tragique fait partie de la vie et que continuer après ça est possible. Exactement. Et continuer avec le désir d'être toujours présent, pas simplement par résignation. Alors, on est de son enfance, paraîtra au mois de mars. On est toujours chez Boréal. Oui, tout à fait. Alors, félicitations encore une fois, et je parle au nom de tous ceux qui sont en amour avec la littérature, et plus, que tu as mérité et ardemment mérité le prix Athanas David, qui est la plus haute distinction, rappelons-le, offerte par le gouvernement. Écoute, Merci beaucoup. tu en fais partie parce que tu as toujours été là pour mes livres ainsi que d'autres personnes. Donc, peut-être que je n'en serais pas là sans vous tous et en particulier sans toi. Fait que je te remercie infiniment encore une fois.